Le jour où le tribunal a prononcé son nom, quelque chose d'irréversible s'est brisé dans ma famille. Ils pensaient avoir gagné. Ma sœur, mes parents, même certains collègues. Tout convaincus que j'étais l'avocate. Ambitieuse qui avait franchi la ligne rouge. Les preuves semblaient accablantes, les articles déjà publiés. La réputation détruite en quelques heures. Pendant 12 ans, elle avait préparé le terrain. Et moi, je n'avais rien vu. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un détail minuscule. Un simple échange numérique que personne n'avait jugé utile d'examiner allait fissurer leur certitude. Le jour où la vérité a commencé à remonter à la surface. Ce n'est pas moi qui ai parlé en premier. L'appel est venu à 14h47. C'est parce que j'ai regardé. L'heure en décrochant. Comme si le timing importait. Comme si savoir précisément à quel moment. Votre vie bascule changeait quelque chose. Margot, c'est maman. Il faut que tu reviennes. Tout de suite. Sa voix était différente. Pas panique et... Pire que sa verre vidard, le genre de vide qui arrive quand on a déjà pris une décision. Et qu'on attend juste de la communiquer. J'étais à 3 heures de là, à Genève. Dans mon dernier mois de stage avant de signer mon contrat définitif chez un cabinet d'avocats prestigieux. Le rêve que j'avais construit, pierre par pierre, pendant 12 ans. Maman, je ne peux pas. Le c'est le feu recommence dans 2 jours. Yoï! Je sais que c'est un mauvais moment. C'est toujours un mauvais moment pour toi. Cette phrase. Je l'ai entendue tant de fois qu'elle avait perdu son sens. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, elle a résonné différemment. Qu'est-ce qui se passe? Ou un long silence. À l'arrière-plan, j'ai entendu une porte qui claquait. Des voix étouffées. Peut-être celle de mon père. Ta sœur a tout dit à la police. Je me suis assis. Je n'ai même pas réalisé que j'étais debout avant ce moment. Mathilda, bien sûr que c'était Mathilde. Mais attendez. Je dois revenir. Revenir 6 ans en arrière. À l'époque où ma sœur était encore ma sœur et non pas l'architecte. Soigneuse de ma destruction. 6 ans plus tôt. Dans notre famille, il y avait un ordre des choses. C'était simple. Mathilde était la fille qui brillait. Pas brillait comme une lampe. Brillait comme le soleil brille. Elle avait cette capacité. À entrer dans une pièce et à faire que. Tout le monde oublie qu'ils avaient des problèmes. Elle était charitable à l'école, bénévole les week-ends. Presque trop bonne pour être vraie. Moi, j'étais la fille qui travaillait. Qui aimait les règles. Qui lisait le code pénal à 13 ans parce que ça m'intéressait. Pas parce que j'étais rebelle. Parce que j'aimais comprendre comment les choses fonctionnaient. Comment on pouvait dire c'est juste. Ou c'est injuste. Nos parents étaient divorcés depuis longtemps. Ma mère, une femme de principe, vivait près de Lyon, mon père. Moins porté sur les principes mais plus généreux, vivait à Marseille. Mathilde et moi, on alternait. 2 semaines ici, 2 semaines là, on l'acceptait comme ça. C'était notre vie. Et puis, à 18 ans, j'ai eu une opportunité. Un cabinet d'avocats réputé. Mais franchement minuscule, à Lyon. Cherchait une assistante pour s'occuper de leurs archives. De la documentation, des dossiers mineurs. C'était le travail le moins prestigieux possible. Mais c'était un pied dans la porte. Mathilda avait dit septembre. Elle était à la fac, en première année de psychologie. Elle vivait à Marseille à ce moment-là, avec papa. 1 semaine avant que je commence mon travail. Elle m'a demandé si elle pouvait venir passer quelques jours chez maman avec moi. Bines Jet. Je me souviens de ce week-end. On a regardé des films, on a commandé des pizzas, on a ri de choses stupides. Elle m'a dit qu'elle trouvait mon futur travail cool. Elle m'a dit que j'allais être une grande avocate. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. 4 jours de vrai temps avec ma sœur. Sans la préoccupation de qui était avec qui voyait qui. Juste nous deux et notre mère. Le dimanche soir, Mathilde est restée chez maman.
Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mal à la tête. Elle voulait rester au calme quelques jours avant de revenir chez papa. Ma mère a hoché la tête, bienveillante comme toujours. Moi, j'ai repris la route. Je n'ai compris que bien plus tard que Mathilde n'était jamais vraiment retournée chez papa ce jour-là. Ou plutôt, elle l'a fait, mais pas seule. Elle l'a fait avec les dossiers que j'avais commencé à rapporter à la maison, empilés près de mon lit, en train de corriger les erreurs de classement avant d'arriver au cabinet. Dossier sans nom complet, juste des initiales. Dossier couvert par le secret professionnel. Dossier concernant des mineurs. Elle les a photographiés. Chaque page, méthodiquement. Et pendant les 6 années suivantes, elle a utilisé ces informations. 12 ans plus tard, je le découvre en pièces. D'abord, un appel de mon patron. Quelque chose qui cloche dans une enquête. Une famille qui dépose plainte parce que des informations sur leur enfant d'informations confidentielles ont été révélées à des tiers. Margot, tu gères le dossier AMRF 2017. Oui, mais ça remonta. Oui, quelqu'un en a parlé. À un journaliste. Quelqu'un d'autre aussi, dans un contexte différent. Et avant ça, il lève les yeux de son ordinateur. Son visage est celui d'un homme qui vient de connecter les pièces. Ça vient de chez nous. De toi, probablement. Les 2 jours suivants deviennent un cauchemar documenté. La police arrive. Il pose des questions. Mon adresse de dépôt à Rome et routine. Qui avait accès à mon ordinateur. Et puis l'enregistrement. La police a des enregistrements vidéo d'une femme à mon domicile. Accès à mes données photographiant mes documents. Plusieurs fois. Sur plusieurs mois. La femme sur l'enregistrement est ma sœur. Mais pas seulement ça. Il va en plus. Tellement plus. Elle avait créé un email au nom du cabinet. Envoie des documents à des journalistes en les attribuant à moi. Envoie des informations à des proches d'eux. Famille pour qu'ils les publient sur les réseaux sociaux. Elle crée un blog où elle expose les secrets couverts par mon cabinet. Elle me cite nominalement. Elle publie mes emails. Mes vrais emails. Et tout en faisant cela, elle continue à m'appeler. Toutes les 2 semaines. Comment ça va au travail? Demande-t-elle. Tu dois être stressé en ce moment. Je me souviens d'avoir pensé, pendant ces appels, que ma sœur était la seule personne qui me demandait vraiment comment j'allais. Mon patron me suspend immédiatement. Le cabinet lance une enquête interne. Les clients commencent à résilier. Mes collègues me regardent différemment. Il y a des rumeurs qu'elle a soigneusement semé que j'ai fait ça pour de l'argent, que j'ai vendu des informations, que je suis complice. Pendant 48 heures, je pense que ma carrière est finie. Et puis, l'avocate de la police m'appelle. C'est votre sœur. Elle a été identifiée par les enregistrements vidéo. Elle avait une clé de votre appartement. Comment est-ce qu'elle a une clé de mon appartement? Vous la lui aviez donnée. Il y a 3 ans. Je me souviens du moment exact. J'étais à l'hôpital, appendicite, douleur abominale. Mathilde était venue. Elle m'avait dit qu'elle voulait la clé pour pouvoir venir m'aider. Apporter des courses, m'assurer que j'avais tout ce qu'il me fallait. Je lui ai donné. Elle avait insisté ma part apparemment elle. Venez quand elle savait que vous ne seriez pas. Là, elle prenait des photos de vos documents. Elle les remettait en place. Elle a fait ça environ 43 fois au cours des 2 dernières années. 43 fois. 43 fois où je l'ai appelée. 43 fois où elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle était fière de moi. Ce n'est que plus tard, en relisant tous les messages, en écoutant tous les enregistrements de ces appels que mon téléphone avait gardés, que je comprends la structure. Elle construisait un récit lentement, minutieusement. Elle me rendait de petits services. Elle m'invitait à dîner.
Elle me présentait à ses amis des journalistes, hasard du hasard. Elle se plaignait de mon manque de communication avec mes parents. Elle disait à maman que j'avais changé depuis que je travaillais au cabinet. Elle disait à papa que j'étais trop absorbée par ma carrière. Elle érodait ma crédibilité auprès de ma famille, granule par granule. Et pendant ce temps, elle volait, photographiait et distribuait. Quand les enquêteurs lui ont finalement demandé pourquoi, elle a dit quelque chose que je pense à presque chaque jour depuis. Parce que vous aviez toutes les deux des secrets. Et quelqu'un avait besoin de les dire. Mes parents ne m'ont pas cru. Quand j'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, Paole, Pat. Maman pensait que je cherchais à blâmer Mathilde pour ma propre incompétence. Papa pensait que je dramatisais pour attirer l'attention. Et Mathilde, bien sûr, s'est présente et comme une lanceur d'alerte courageuse qui avait découvert la corruption au sein du cabinet. Elle a transformé son crime en acte de conscience civique. Avant que ma suspension soit levée, avant que le cabinet ne se rende compte que j'étais la victime et non la coupable, avant que ma réputation ne soit restaurée, j'ai compris quelque chose de terrible. Il était trop tard. Même si j'étais innocentée, rien ne pourrait réellement m'innocenter aux yeux de ceux qui m'aimaient. Parce que ma sœur avait eu 12 ans pour leur raconter l'histoire en premier. Et la première version d'une histoire, c'est celle qui reste gravée. Au début, rien ne semblait vraiment inhabituel. Les journées continuaient avec une apparente normalité. Pourtant, une tension discrète s'installait peu à peu. Ce n'était pas un événement précis, mais une accumulation de détails. Un regard évité. Une réponse retardée. Un engagement repoussé sans explication claire. Ces signes, isolément, paraissaient insignifiants. Ensemble, ils racontaient une autre histoire. L'atmosphère devenait plus lourde sans raison visible. Les conversations perdaient leur spontanéité. Chacun mesurait davantage ses mots. La confiance à elle ne disparaissait pas brutalement. Elle s'effritait lentement. Les décisions devenaient plus calculées. Les silences prenaient plus de place que les phrases. Personne n'osait poser la question essentielle. Peut-être par peur de confirmer ce qui était déjà pressenti. Alors le temps a continué d'avancer, sans pause. Et avec lui, l'équilibre fragile a commencé à céder. L'appel de ma mère dure 3 minutes. Elle me dit que Mathilda a contacté la police avec de nouvelles accusations. Elle prétend que j'ai falsifié des documents, que j'ai accepté des pots de vin, que je suis impliquée dans un schéma de corruption qui remonte à mes débuts au cabinet. Aucune de ces accusations n'est vraie. Toutes sont documentées. Elle a eu 12 ans pour construire ce dossier contre moi. Maintenant, elle le livre aux autorités. La police veut te poser des questions. Dites-moi, oui. Sa voix est celle d'une femme qui a compris trop tard qu'elle avait cru la mauvaise fille. Je raccroche sans répondre. Je ne vais pas dépenser mon énergie à nier l'évidence. Les accusations de Mathilde n'ont aucun fondement. Les documents qu'elle prétend que j'ai falsifiés sont numérisés, datés, archivés de manière immuable. Les témoins qui peuvent prouver mon intégrité sont nombreux. Et surtout, les enregistrements vidéo montrent clairement que c'était elle, pas moi. Mais ici est le problème avec la vérité, elle n'arrive jamais au moment où elle aurait dû. Elle arrive toujours une scène trop tard. La stratégie commence maintenant. Je prends 1 semaine de congé. Pas pour fouiller. Pour planifier. Je m'assis dans mon appartement de Genève, avec mes blocs-notes, mes surligneurs, mes calendriers. Et je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je crée un dossier complet de tout ce que Mathilde a fait. Non pas pour moi. Pour la justice. Et plus important encore, pour la preuve. Le premier appel que je passe est à un avocat pénaliste. Pas celui qui me défendra. Celui qui comprendra ce que Mathilde a vraiment fait. Elle n'a pas juste commis un vol d'informations. Je disconse, elle a créé une fausse identité numérique. Elle a usurpé le cabinet. Elle a diffamé mon nom, elle a entravé une enquête.
Etchong. Elle dépose une plainte manifestement fausse pour compliquer les choses. L'avocat, un homme d'une soixantaine d'années nommé Bernard Clermont, écoute en silence. Vous comprenez ce que vous décrivez? Demande-t-il finalement. Oui, c'est un schéma délibéré et prolongé d'harcèlement, de fraude et maintenant de parjure. Il inspire profondément. C'est plus qu'une affaire familiale. C'est criminel. Et si j'étais vous, je ne chercherais pas à défendre ma réputation. Je chercherais à poursuivre la sienne. C'est ce qu'il me dit. Mais c'est ce qu'il ne dit pas qui m'intéresse vraiment. Il voit quelque chose que les autres policiers, les autres avocats, ma propre famille n'a pas vu. Il voit un schéma. Un crime planifié, exécuté avec discipline, et qui continue. Vous avez des preuves que c'était systématique? Me demande-t-il. Je lui montre mes listes. 43 visites documentées. 43 dates. 43 endroits. Dans ma vie où elle avait été quand elle pensait que je n'étais pas là. Elle gardait des registres. Yedes. Elle prenait des photos des dates sur ses téléphones. Elle les envoyait à Hermine via email. Je les ai trouvées lors de la première enquête. Mais personne n'a vraiment regardé ce qu'ils signifiaient. Bernard me regarde fixement. Vous savez combien de temps? Quelqu'un doit planifier pour faire quelque chose comme ça, sans que personne ne soupçonne rien. Oui, je réponds. 12 ans. La deuxième phase, l'exposition. Je ne vais pas à la police. Pas d'abord. Je vais aux médias. Mais pas n'importe quel média. Je contacte un journaliste d'investigation nommé Claire Benoist. Elle travaille pour un hebdomadaire réputé qui s'est fait un nom en démontant les mensonges élaborés. Je lui donne tout. Les preuves, les enregistrements, les documents, les emails, les photos que Mathilde avait prises d'elle-même dans mon appartement, le sourire confiant sur son visage, les dossiers confidentiels étalés sur mon bureau derrière elle. C'est votre sœur, dit Claire, et ce n'est pas une question. Oui. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Je suis sûr d'une seule chose, que le silence n'a jamais protégé personne. Il a seulement permis au mensonge de devenir plus grand. Faites-le. Yedes. L'article paraît 10 jours plus tard. Il n'est pas sensationnaliste. C'est ça qui le rend mortel. Il s'appelle « 12 ans de tromperie ». Comment une jeune femme a construit un mensonge élaboré contre sa propre sœur. Et il décortique tout chronologiquement, méthodiquement date avec des captures d'écran, des dates, des témoignages de policiers, de collègues, d'amis. Il explique comment Mathilda a falsifié une identité email, comment elle avait accès à mon domicile, comment elle a photographié les documents, comment elle les a distribués, comment elle a créé un narratif parallèle auprès de notre famille pour m'isoler. Et plus importante l'article explique pourquoi. Ce n'était pas de la conscience civique. C'était de la jalousie. Mathilda avait échoué ses examens de première année en psychologie. Elle avait changé de cursus 3 fois. Pendant ce temps, j'avais gradué, obtenu un emploi dans un cabinet prestigieux. Et j'avais une trajectoire professionnelle claire. Quand j'ai été surpassée, elle ne pouvait pas l'accepter. Donc elle a cherché à me faire tomber. Endowance. Systématiquement. Le moment de rupture. 3 jours après la publication de l'article, mon téléphone sonne. C'est ma mère. Margot, ça je ne sais pas quoi dire. Yenedis Ryan. Je ne l'aide pas à trouver les mots. Parce qu'il n'y a pas de mots assez grands pour ce qu'elle a permis d'arriver. J'ai lu l'article. Je me suis renseigné auprès de la police. C'est Roy. Tout ce que tu as dit. Silence. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Je l'ai fait. Je vous l'ai dit à toi, à papa, à Ruth-tante, je vous l'ai dit pendant 6 ans. Vous m'aviez cru. Elle ne répond pas. Non, je continue.
Vous aviez cru Mathilde parce que c'était plus facile. Parce qu'elle était douce en parlant. Parce qu'elle vous avait persuadé que j'étais l'égoïste. L'ambitieuse, celle qui vous avait abandonné pour sa carrière. C'est enfer. Tu savais que tu ne pouvais pas. Non, néant, ce qui est enfer, c'est que pendant 12 ans, j'ai attendu que vous compreniez, que vous consultiez les faits, que vous me demandiez ma version avant de croire la sienne. Et puis je fais quelque chose que je n'ai jamais pensé faire. Je donne une interview au même journal. Dans cette interview, je parle de ma famille. Je parle de comment le mensonge d'une personne peut devenir la vérité pour les autres si vous la dites assez fort, assez longtemps. Je parle de comment l'absence de confrontation est un choix, pas une neutralité. Je parle de comment ma mère et mon père n'avaient pas fait le travail de vérifier. Ils avaient juste accepté la narrative la plus confortable. Je ne suis pas amère. C'est ça qui est puissant. Je suis juste factuelle. Mes parents m'aimaient. Je dis dans l'interview. Mais aimer quelqu'un, c'est aussi faire le travail de les comprendre. Pas juste d'accepter ce qu'on nous dit à leur sujet. La conséquence. Mathilde est arrêtée une semaine plus tard. Les accusations du cabinet contre elle sont formelles. Vol d'informations confidentielles. Usurpation d'identité, diffamation. Mais ce qu'on ne voit pas à la surface, c'est ce que les enquêteurs découvrent quand ils examinent son téléphone, son ordinateur, ses comptes. Elle n'a pas arrêté en 2017, quand les premiers enregistrements vidéo l'avaient attrapée. Elle a continué. Elle a gardé des journaux détaillés de ses visites à mon appartement, des notes sur ce qu'elle avait pris, des listes de journalistes à qui elle avait donné des informations, des évaluations stratégiques de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans sa campagne. Contre moi, elle écrivait même des objectifs. Détruire la crédibilité de Margot auprès de la famille. Réduire sa promotion chez Rousseau. Créer un précédent public qu'elle est une arnaqueur. Elle avait écrit ces choses, comme si elle planifiait un projet d'école. Et la pire partie? En bas d'une page datée du 2 janvier 2019, elle avait écrit « Je lui dis qu'on s'aime toutes les deux. Elle me croit. 12 mois plus tard. Mon innocence est formellement restaurée. Le cabinet m'offre une promotion. Mes collègues qui m'avaient abandonné reviennent, les sourcils baissés, prétendant qu'ils avaient toujours su que c'était impossible. Je ne les laisse pas entrer. Mathilde attend son procès. Elle refuse de plaider coupable. Elle raconte à son avocate que je l'ai montée du doigt, que j'ai exagéré, que je cherchais de l'attention. Même maintenant, même avec les preuves évidentes. Elle essaie de raconter l'histoire. Ma mère vient me voir. Elle est plus petite que je m'en souvenais. Vieillie par le remords. Je suis venue m'excuser. Dit-elle, elle ne cherche pas à entrer. Elle reste juste à la porte de mon bureau. Tu as cru ce que tu voulais croire. Je dis ça, ce n'est pas une accusation. C'est une observation. Et quand tu as finalement compris, tu as dû affronter le fait que tu avais échoué en tant que mère. Que tu n'avais pas écouté ton enfant qui te demandait de l'aide. Ses yeux se remplissent de larmes. C'est ça le plus difficile à accepter. Continue. Pas que Mathilde m'ait trahi. C'est que tu l'as laissé faire. Elle s'en va sans rien dire d'autre. Mon père, Ray, qui vit maintenant seul à Marseille séparé de sa femme actuelle, vient aussi. Il s'assoit en face de moi et il pleure. C'est la première fois que je le vois pleurer. Je n'aurais jamais dû te laisser partir à Genève. Dit-il. Ce n'était pas ça. Pons. C'était que tu as cru une histoire plus facile à croire que la vérité est plus compliquée. Je ne lui pardonne pas. Pas encore. Mais je lui dis ce qu'on peut essayer. Lay on. 2 ans après l'article. Je suis invitée à donner une conférence dans une université. Là, sujet. Les crimes invisibles et comment l'absence de vigilance les rend possibles. Je parle devant 150 étudiants.
Je leur dis que la plupart des crimes destructeurs ne sont pas spectaculaires. Ils ne sont pas commis par des étrangers. Ils sont commis par des gens qui vivent à côté de vous, qui vous sourient, qui vous disent qu'ils vous aiment. Je leur dis que la vérité n'est pas l'opposé du mensonge. L'opposé du mensonge, c'est l'indifférence. Et quand vous êtes indifférent à la vérité, vous créez un espace où les mensonges peuvent grandir. Ma sœur a eu 12 ans. Yedes. 12 ans pour construire un monde où j'étais coupable de choses que je n'avais jamais faites. Et elle a presque réussi, parce que les gens autour de moi n'ont pas posé les bonnes questions. Une fille en première rangée lève la main. Vous lui avez pardonné? Non, je réponds. Mais je me suis pardonné à moi-même. C'est la différence. Aujourd'hui. Mathilda était condamnée à 3 ans de prison. Elle purgera probablement 2 ans avant libération conditionnelle. Elle ne demande pas de pardon. Elle prétend que c'était une malentendue, que j'ai exagéré, que j'ai utilisé ma position et mes contacts pour la détruire. Même maintenant, elle raconte l'histoire. Mais personne n'écoute plus. La différence entre maintenant et avant, c'est que maintenant, les gens écoutent d'abord, et puis ils vérifient. Ma mère et moi avons commencé une thérapie ensemble. C'est difficile. Elle doit affronter comment elle m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin d'elle. Comment elle a choisi de croire la version de Mathilde parce qu'elle était plus facile à digérer. Comment elle a permis à ses peurs de remplacer sa vigilance. Mon père continue de guérir. Il vient dîner chez moi 1 fois par mois. Nous n'en parlons pas beaucoup. Nous parlons du travail, de littérature, des endroits qu'il veut visiter. C'est une réparation, pas une restauration. Ce qui a été brisé ne revient jamais entièrement. Mais on peut en construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Ce qui m'a appris Mathilde, c'est que la tromperie n'est jamais un acte unique. C'est une architecture. Chaque mensonge est posé comme une brique. Et ceux autour de vous doivent décider s'ils vont vous aider à la construire ou s'ils vont arrêter et demander pourquoi. La plupart du temps, les gens aident. Parce que le mensonge est plus facile à vivre que la vérité. Mais quand quelqu'un décide finalement de vérifier, quand quelqu'un décide que la facile ne suffit pas, tout s'effondre. Et là, dans les ruines, vous trouvez ce que vous aviez gardé tout ce temps. Vous trouvez que vous aviez raison, que vous aviez été patient, que vous aviez attendu la justice sans la chercher, parce que vous saviez qu'elle viendrait, pas rapide, pas de manière spectaculaire, mais infailliblement, comme la vérité elle-même. À ce stade, il ne restait plus de certitude absolue, seulement des faits, des choix et leurs conséquences. Ce qui s'est passé ne peut pas être résumé en une seule phrase. Tout s'est construit progressivement, et tout a laissé une trace. Avec Lyrical, certains détails prennent une importance différente. Des gestes apparemment insignifiants ont changé la direction des événements. Des silences ont parfois parlé plus fort que des mots. Certaines réponses ne sont jamais venues. Mais cela n'a pas empêché la réalité d'avancer.